Comment les espaces de tiers-lieux vont pouvoir réinventer les formes d'hospitalité, les formes de faire ensemble et les formes de liberté de nos territoires. Bonjour et bienvenue sur Expérientiel, le podcast du tourisme positif. On vous emmène dans un voyage vers un tourisme respectueux de la planète et du vivant, en partant à la rencontre d'acteurs engagés. À travers leurs histoires, nous allons découvrir des femmes et des hommes visionnaires, avec des leviers d'engagement qui sèment maintenant les graines de réflexion et d'action pour un tourisme positif. Je suis François Huette, ambassadeur du tourisme positif avec une expérience internationale, animé par le développement d'un tourisme vertueux, guidé par le sens et l'expérience en lien avec son territoire. J'accompagne les acteurs du tourisme, mais pas que, dans l'évolution de leur activité vers un tourisme positif. Élodie Carsenac, à 40 ans, a décidé de reprendre ses études pour travailler sur un sujet qui la passionne depuis toujours, l'accueil de l'autre. Elle a écrit un mémoire sur les tiers-lieux à vocation touristique. Est-ce une solution pour dynamiser les campagnes, des espaces de liberté pour stimuler la créativité? Sans plus attendre, je vous invite à faire une pause dans un lieu confortable et calme pour prendre le temps de découvrir comment un tiers-lieu peut devenir un centre d'accueil pour un tourisme positif. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Élodie, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. On va passer un petit moment ensemble. Et puis oui. Tu m'as dit qu'on allait parler un peu de l'aspect rock'n'roll du tourisme avec comme thème le tiers-lieu. Alors avant tout, j'aimerais que tu te présentes et que tu nous dis qui tu es, ce que tu fais et ce qui t'anime. Bonjour François, merci beaucoup de m'avoir invité. Oui, le côté un petit peu rock'n'roll du tourisme, on va en parler parce que c'est quelque chose qui me passionne. Mais pour me présenter rapidement, je suis Élodie. Aujourd'hui, je suis consultante en ingénierie touristique, mais c'est un métier récent puisqu'en fait, j'ai travaillé pendant 17 années à l'international et en France également dans des tours opérateurs réceptifs ou des agences de communication événementielle plus dans le tourisme d'affaires. Donc, j'ai vraiment une vision du tourisme à la fois loisir à faire et j'ai grandi en fait, c'est important pour la construction du personnage, à la campagne et on avait des gîtes à la maison et puis mon père était viticulteur, donc j'ai toujours été en contact avec les touristes dès mon plus jeune âge. Donc, je me suis construite au contact de touristes et je me suis toujours intéressée aux formes d'hospitalité. Pour moi, l'accueil est quelque chose qui est une partie intégrante de l'industrie du tourisme. Sans accueil, il n'y a pas de touristes en fait. Donc, il n'y a pas de tourisme, donc il n'y a pas d'industrie touristique. Et l'industrie touristique, qu'est-ce que c'est? C'est 8% du PIB, comme tu sais, et ça, c'est aussi important en France que l'agriculture ou que de l'énergie. Et c'est quelque chose, pour moi, qui me paraît essentiel pour la transformation de nos territoires. C'est-à-dire que le tourisme est une porte d'entrée pour nos territoires ruraux pour qu'ils puissent se réinventer. Donc aujourd'hui, passionnée par ce secteur, j'ai décidé de reprendre mes études et j'ai fait un Master 2 au CELSA et mon mémoire de recherche, c'est autour des tiers-lieux à vocation touristique. Comment ces espaces vont pouvoir réinventer les formes d'hospitalité, les formes de faire ensemble, les formes de liberté de nos territoires. Voilà, et aujourd'hui, c'est notre sujet de conversation. Donc. Voilà. Mais dis-moi, quand j'entends le mot tiers-lieu, si je ne suis pas familier, je ne sais pas ce que ça veut dire. Alors c'est quoi un tiers-lieu ? Un tiers-lieu, il y a eu de nombreuses définitions. Des définitions, certains trouvent les définitions assez floues, mais moi, je me suis beaucoup imprégnée des recherches de Michel Foucault, qui est donc un philosophe. Un philosophe, merci, qui a étudié les espaces autres. Donc, ce sont des lieux neutres
où chaque personne va pouvoir s'exprimer librement sans subir le poids de la société. Ce sont des espaces qui offrent une liberté de penser, une liberté de créer en dehors de la société. Mais c'est un espace dans la société, donc qui ne dérange pas. D'accord. Voilà. Et pourquoi tu as choisi ce sujet? Pourquoi tu as choisi pourquoi le le tiers-lieu? sujet Le tiers-lieu, j'ai choisi d'abord le sujet du tourisme. Et vraiment, le sujet, c'était le tourisme et les territoires ruraux. Parce que, comme je viens de le dire, le tourisme, c'est une industrie importante, mais les territoires ruraux en France, c'est le trois quarts du pays. Donc, pourquoi on parle pourquoi on ne parle pas assez du tourisme à la campagne? Pourquoi les touristes vont plus à la mer, vont plus à la montagne, vont plus en ville qu'à la campagne? Voilà, je me suis plutôt interrogée sur ça. Et une solution, enfin, c'est pas que les gens ne vont pas plus à la montagne qu'à la campagne, c'est comment valoriser la campagne en fait pour faire venir les touristes. Et une des solutions, voilà, une des problématiques, une des hypothèses, c'était le tiers-lieu peut être une solution pour attirer les touristes vers les campagnes. Ces campagnes qui ne sont pas assez valorisées, comme tu disais, peut-être que les campagnes ne sont pas assez rock'n'roll par rapport à une ville comme Paris. Ouais. Comment attirer les gens, comment attirer les touristes à la campagne? Voilà, c'est la question que je me suis posée. Et il faut savoir quand même que j'ai débuté cette recherche en septembre 2019 et il y a eu on venait juste de vivre une crise sociétale avec les gilets jaunes et puis il y a la crise sanitaire avec la Covid. Donc, ça m'a finalement, ce contexte m'a beaucoup aidé pour confirmer que la campagne était le lieu du tourisme de demain et que les tiers-lieux, et là je vais revenir sur ce sujet, on va approfondir les tiers-lieux, sont une solution de dynamisation de territoire territorial, de territoire rural. Alors moi, j'ai déjà entendu parler des tiers-lieux, j'en ai déjà vu. J'ai même à un moment, je commençais à travailler sur un projet pas loin de chez moi sur le tiers-lieu, justement. Tu peux nous expliquer comment ça fonctionne? Alors, comment on construit un tiers-lieu ou comment le lieu fonctionne? Comment ça se construit? Et puis deux, quel type de gouvernance va justement à l'intérieur d'un tiers-lieu? Parce que c'est intéressant, parce que le schéma est complètement différent. Donc déjà, dans la construction du tiers-lieu, j'ai pu étudier de manière assez approfondie la ville de Roubaix, mais aussi le village de Clérac, un tiers-lieu à vocation touristique, toujours le lien avec le tourisme. Et pourquoi ils ont construit un tiers-lieu? En fait, c'est le maire du village, donc Michel Terra, qui s'est posé la question en 2014, mais pas tout seul. Il s'est demandé, voilà, il a vu que son bureau d'information touristique, donc son point d'information touristique n'était plus aussi populaire qu'avant. Il y avait la fréquentation diminuait et voilà, il commençait à se poser des questions également sur ils avaient des maquettes de train, un musée du train qui était fermé. Bon, comment réanimer tout ça? Comment redonner vie à ce bureau d'information touristique qui se dépeuplé, qui ne servait peut-être plus à rien, les touristes ne rentraient plus dedans, et ce musée du train qui prenait la poussière. Donc, il a commencé à se rapprocher des habitants, mais aussi des institutions comme le CRT, la communauté des communes. Et il est allé voir, donc il a consulté également les entreprises, les PME, les agriculteurs. Tu vois, il s'est renseigné auprès des gens qui faisaient son territoire, pas seulement lui. Et donc, une réflexion a été menée et au bout de quelques temps, accompagné par la coopérative des tiers-lieux, ils se sont dit, coopérative des tiers-lieux en Nouvelle-Aquitaine, parce que Clérac est un petit village de 2000 habitants sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle et qui est quand même qui a un patrimoine fort et qui fait partie de la région Nouvelle-Aquitaine. Et tu as la coopérative des tiers-lieux qui accompagne beaucoup sur ces sujets. Et donc, une des solutions pour réanimer ce village, réanimer ce bureau d'information, c'était de transformer le bureau en tiers-lieu en incluant le musée. Et comment transformer ça? Ils ont créé des ateliers par thème, avec les habitants, avec les PME, avec les agriculteurs, avec les institutions. Et petit à petit, les idées sont apparues et les ateliers ont été créés et les personnes se sont investies dans le lieu. Donc ça s'est fait petit à petit, tu vois. Et ça, c'est sur des années de réflexion. Alors, comment on arrive à transformer un village qui est plutôt dormante dans le traditionnel pour le faire devenir un peu, comme on dit depuis tout à l'heure, un peu rock'n'roll, quoi. Il y a quand même une transformation qui se met en place. Comment
On fait ça avec qui et comment? Alors, donc, on fait ça avec qui et comment? Il faut quand même qu'il y ait un médiateur qui anime ces ateliers de réflexion. Donc, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Hein. Quand tu passes par un cabinet de consultants comme je peux faire d'ailleurs, c'est une animation autour d'ateliers. Donc, tu mélanges les gens. Le problème dans un village, c'est que les gens ne sont pas mélangés. C'est-à-dire que l'habitant ne parle plus forcément aux commerçants, qui ne parle plus forcément à l'entreprise qui est au coin de village, et les personnes âgées et les personnes jeunes ne se mélangent pas. Donc, tu vois, il faut que tu crées une animation entre les gens. Et donc, au regard des tiers-lieux, ce sont des lieux, donc, comme je disais tout à l'heure, neutres et qui permettent d'échanger librement sur des sujets communs. Voilà, c'est ça, c'est sur des sujets communs. C'est-à-dire que chacun vient de son idée, chacun vient avec son idée. Et bon, par exemple, le commerçant, qu'est-ce qu'il veut? Eh bien, il veut vendre ses produits. L'artisan, qu'est-ce qu'il veut? Eh bien, il veut promouvoir également son art. L'habitant, lui, qu'est-ce qu'il veut? Ben, il veut passer du temps avec les touristes pour donner un petit peu de ce qu'il a vécu dans son village. Et tu vois, en échangeant au fur et à mesure, on crée quelque chose. Et ce quelque chose va se passer dans le tiers-lieu. C'est le tiers-lieu qui permet, c'est un espace ouvert qui va permettre ces échanges. C'est quelque chose de très spécifique au tiers-lieu. Donc, c'est un collectif qui décide ensemble d'avancer dans une direction et non un chef qui dit on va aller à droite ou à gauche. Est-ce que c'est correct? C'est exactement ça. C'est une gouvernance horizontale. Chacun, souvent d'ailleurs, les tiers-lieux sont gérés par des coopératives. Donc, chaque membre de la coopérative compte pour une voix. Ils ont tous le même pouvoir. D'accord. Donc, ça te montre un petit peu comment ça fonctionne sur un pied d'égalité, sur un pied de solidarité. Tout le monde a sa voix, a la possibilité donc d'apporter sa pierre à l'édifice. Et c'est pas forcément une personne qui décide pour tout le monde. Et c'est pour ça que ça fonctionne. Après, bien sûr, il y a des limites. Il faut faire attention à pas rentrer dans des conversations un petit peu trop personnelles, peut-être. Mais les gens avancent comme ça. Donc, le tiers-lieu, pour que ça fonctionne aussi, j'ai constaté qu'il faisait à chaque fois des périodes d'expérimentation. Donc, à Clérac, par exemple, ça a été une période d'expérimentation sur un petit modèle de 6 mois. Donc, c'est l'itération, c'est-à-dire qu'on avance donc en discutant, mais aussi en expérimentant, en faisant ensemble. Finalement, on discute, ça c'est clair, c'est important, mais ce qui est important, c'est de faire ensemble, de monter quelque chose ensemble et de voir quelque chose se construire, ça motive les gens. Et donc, ils sont de plus en plus investis. Et comment tu gères les égos? Parce que là, tu es en train de me dire qu'on va passer d'un égosystème à un écosystème. Et oui, donc, comment on va gérer ces égos? Parce que il y en a quand même, ça fait partie. Alors, il y a le rôle prépondérant primordial de ce qu'on appelle le facilitateur ou facilitatrice, coordinateur ou coordinatrice du lieu. Donc, c'est un médiateur qui va pouvoir gérer l'espace et qui va pouvoir gérer aussi les personnalités. Parce que souvent, ce sont des lieux qui demandent beaucoup d'investissement de la part des habitants qui sont aussi bénévoles. Il y a des professionnels, mais il y a également des bénévoles. Donc, il faut quand même, les gens donnent de leur temps. Donc, en contrepartie, il faut qu'ils aient quelque chose. On ne travaille pas gratuitement. On peut le faire 1 ou 2 heures par semaine, mais pas 5 ou 6 heures. Sur la durée, c'est important. D'ailleurs, c'est tout un des objectifs du tourisme durable, c'est que ça fonctionne sur la durée. Ça ne sert à rien de créer quelque chose qui, au bout de 6 mois, va s'arrêter. Donc, ça doit être donnant-donnant. Et là, tu as le ou la coordinatrice, coordinateur du lieu qui doit avoir une forte sensibilité humaine, d'ailleurs c'est un projet humain, et qui doit bien faire attention aux personnalités de chacun et savoir comment remercier cette personne en échange du temps qu'elle donne, en échange de son investissement. Ça, c'est le rôle du médiateur-médiatrice. Voilà, donc c'est vraiment l'animation, et l'animation, je ne sais pas ce que tu en penses, pour moi, l'animation, c'est un métier précaire, alors que ça devait être... Enfin, il y a d'autres sujets, hein, mais il y a d'autres métiers précaires. Je trouve que ce n'est pas assez valorisé, en fait, le métier d'animation. Oui, on ne se rend pas compte le travail qu'il y a derrière un animateur, surtout dans des ateliers d'intelligence collective. Ouais. La concentration que ça demande, l'intelligence, mais aussi le niveau d'empathie et le niveau d'écoute, qui est essentiel pour la réussite de tout atelier. C'est-à-dire que l'animateur ne vient pas dans un rôle de sachant, mais il vient vraiment dans un rôle de
de dire, bah voilà, qu'est-ce que vous avez à partager et d'essayer de faire émerger collectivement une pépite et de la faire grandir et de la faire évoluer et de la rendre de plus en plus belle. Et donc, c'est pas du tout évident. Par contre, moi, je trouve, vu que je suis impliqué aussi dans l'intelligence collective, je trouve que ça commence à être de plus en plus reconnu. Et je crois que cette période qu'on vit actuellement a aussi accéléré le processus de réflexion. On se rend compte que le collectif est de plus en plus important. On a tous vécu chacun à notre manière cet isolement qu'on a pu avoir par rapport à l'autre et à quel point on a besoin de l'autre pour pouvoir avancer et avancer ensemble. Donc ça, c'est très encourageant. Mais dis-moi, un tiers-lieu, quel impact ça peut avoir sur un village? Énorme. Alors déjà, sur un village, l'impact, qu'est-ce que veut le village finalement? C'est quoi le besoin du village? C'est développer son économie et faire en sorte qu'il y ait un dynamisme qui renaît et que moi je vois souvent la difficulté qu'il peut y avoir dans les villages quand je discute avec les nouveaux habitants. Ils savent pas où aller. C'est-à-dire que la mairie, je suis désolée, mais la mairie elle est ouverte de 8h à midi le lundi, puis de 14h à 17h le vendredi. Non, quand on est nouveau habitant, on veut être accueilli. Et c'est peut-être quelque chose qu'il faut travailler pour les villages, pour se sentir, pour développer d'ailleurs une économie. Il faut que les gens se sentent accueillis pour s'investir. Et je vais te donner l'exemple du tiers-lieu. Un tiers-lieu, il y a une étude quantitative, qualitative sur le tiers-lieu de Murat, la ville de Murat. Et ils ont trouvé où ça, Murat? Je crois que c'est en Auvergne. D'accord. D'accord. Et il y a une étude donc sur l'impact économique du tiers, socio-économique et environnemental, hein, pas que économique. Et en fait, ils ont créé un tiers-lieu. Bon, c'est pas forcément un tiers-lieu à vocation touristique, c'est un tiers-lieu, c'était un coworking. Mais les coworking, tout est lié. Hein. En 5 ans, il y a 88 individus qui se sont installés sur le territoire. Donc, tu vois l'économie, le développement économique du village ou de la petite ville que ça a pu avoir, l'impact que ça a. En 5 ans, tu as 40 nouvelles familles. Donc, qu'est-ce que c'est 40 nouvelles familles? C'est peut-être la réouverture d'une nouvelle école. Ils vont avoir besoin d'une boulangerie. Tu vois, petit à petit, une économie va renaître dans le village. Et tout ça, c'est parce qu'il y a ce tiers-lieu qui propose des services qu'il n'y a plus au sein du village. Et d'un aspect social, il y a aussi des transformations qui se mettent en place. Si on commence à se parler, il doit avoir un impact, non? On est un peu plus solidaires les uns et les autres. Alors, je ne vais pas te dire que tout le monde du jour au lendemain se met à se parler, mais en effet, il y a un impact, c'est-à-dire que le tiers-lieu, c'est un lieu d'ambassadeur. Donc, quand tu crées un tiers-lieu, tu inclus les habitants dans le projet, tu inclus les commerçants. Et c'est eux-mêmes, c'est ce qu'on promeut dans le tourisme, c'est l'habitant ambassadeur. Et c'est l'habitant, c'est le commerçant qui s'occupe du tiers-lieu qui va devenir l'ambassadeur de cet espace et qui va aller parler de cet espace à son voisin et le voisin va en parler à quelqu'un d'autre et petit à petit, un lien social va se faire. Alors bien sûr, toujours pareil, ça ne se fait pas en 5 minutes. On n'est pas dans la société de consommation hyper active. Là, on est sur du temps long. Et je t'assure, ça fonctionne. Je l'ai vu à Clérac, ça fonctionne. Après, il y a des limites aussi. Hein. Il y a des choses qui se passent où c'est pas forcément évident pour un tiers-lieu de fonctionner sur du temps long parce qu'il y a d'autres problématiques que le social. Mais les gens s'investissent. Et par exemple, je discutais avec une dame à Clérac. Quand un touriste rentre dans ce tiers-lieu et qu'il a la chance de discuter donc avec ses ambassadeurs, on peut appeler ça des greeters. Dans notre secteur, on connaît bien le greeters. En fait, il va y avoir un échange. Donc, mets-toi à la place du touriste qui rentre dans ce tiers-lieu à Clérac. Déjà, tu rentres dans le lieu, on te propose un café ou un thé. Gratuit, hein. Déjà, il y a cette forme d'hospitalité qui est hyper généreuse. Donc, on ne te demande rien, on t'offre le café. Et là, souvent, comme c'est un grand espace et qu'il ne se passe pas grand-chose ailleurs que dans cet espace, les gens viennent. Le bouche à oreille fait que les gens viennent. Et là, tu te retrouves face à l'ancienne institutrice du village qui te raconte donc le village de son point de vue. Et comment c'était il y a 50 ans, et comment c'est devenu. Et en fait, c'est passionnant. C'est quelqu'un qui te parle avec le cœur. D'accord? Donc, le touriste qui, lui, est venu juste pour récupérer la carte
le circuit à faire dans Clérac pour aller voir l'église, tout ça, et il est où c'est où les rives du Lot, tout ça. Il se retrouve face à cette dame qui va lui raconter pendant une demi-heure autour d'un café sa vie dans le village. Cette dame n'a jamais bougé du village. Et en retour, elle a cette reconnaissance d'être écoutée et d'intéresser quelqu'un. Donc, t'imagines l'impact social. Bien sûr. La fierté. Fierté pour cette dame. Et donc, le lien avec le tourisme, tu le fais comment alors? Le lien entre le tiers-lieu et le tourisme. Ouais. Entre le tiers-lieu et le tourisme durable, les objectifs, c'est quoi les objectifs du tourisme durable? C'est générer de l'économie locale pour les locaux, être vigilant sur notre biodiversité et notre environnement. Oui, respectueux de l'environnement. Respectueux de l'environnement, l'économie locale et le respect de la culture. C'est-à-dire, je n'arrive pas en tant que touriste pour m'imposer avec mes envies et mes besoins. J'écoute ce que veut. Je viens chez un habitant et je suis à son écoute. Donc là, dans cet espace, le tiers-lieu, d'un point de vue environnemental, ils vont proposer des ateliers. Tu as toujours un passionné. Quand tu vas à la campagne, il y a toujours une personne qui est passionnée par la botanique, qui est un guide de montagne, enfin pas de forêt, pardon, ou qui va t'expliquer, même s'il n'y a pas de forêt, comment fonctionne l'écosystème de cette ruralité. Donc, il y a de l'apprentissage, finalement, de la biodiversité locale. Donc, il y a une histoire qui est racontée et puis une sensibilisation se fait. Donc là, c'est un des points du tourisme. D'un point de vue socio-culturel, donc l'authenticité, là, tu es face à une personne qui te raconte sa vie dans le village, tu peux pas faire plus immersif. Et d'un point de vue économique, bon, là ça existe déjà, mais j'ai remarqué que dans certains offices de tourisme, on vendait pas forcément que du local. Là, dans les tiers-lieux, on fait dans le circuit court, pas forcément bio, hein, mais on vend du local. On va pas aller vendre le nounours acheté en Chine, non. On vend du local. Donc, ça crée une économie. Ils vont pas s'enrichir, mais tu vois, c'est ces producteurs qui vendent dans la vitrine, qui vendent dans la boutique locale de l'office de tourisme. Donc, c'est une vitrine pour eux. C'est de la communication gratuite, même s'il n'y a pas un enrichissement net et précis immédiatement. Il y a une vitrine. Et on sait que la communication, c'est hyper important pour ces producteurs qui communiquent très peu sur leur production. Oui, et puis c'est l'opportunité aussi d'avoir des animations. Parce que là, je vois dans mon village, moi, notre office du tourisme, on ne sait pas toujours où il est. Il n'est pas toujours facile à trouver. Et puis, c'est souvent un endroit mort. Ben oui. Et il n'y a pas d'accueil. Ouais. Tu n'oses pas rentrer, je sais. Voilà. Ouais, c'est pas accueillant. Tu n'as pas envie de dire, tiens, je vais rentrer. Et je trouve que ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que de mettre en avant les talents d'un village, les compétences d'un village, d'hommes et femmes. D'un seul coup, on peut créer une animation et une envie de rentrer pour le touriste ou la personne qui est de passage, etc., en disant, tiens, qu'est-ce qui se passe là? Et puis, c'est un échantillon de personnalité, ce tiers-lieu. Il y a beaucoup d'authenticité aussi, non? Oui, il y a beaucoup d'authenticité, mais au-delà même de l'authenticité, tu vois, exemple, tu rentres dans le tiers-lieu, comme je t'expliquais, souvent les bénévoles, ce sont des habitants donc qui ont leur propre passion, donc ils vont soit te présenter la biodiversité, mais tu peux te retrouver également dans un lieu où il y a une exposition de l'artiste local. Et donc là, l'artiste est là, donc tu as l'opportunité d'échanger avec l'artiste. Et c'est pas, on expose l'œuvre d'un artiste. L'artiste est là, il est là toute la journée et tu peux lui parler. C'est notre moyen, c'est notre médiation si tu veux. C'est vraiment, il y a ce côté authentique, ce côté humain. D'autres exemples, quand tu rentres dans le tiers-lieu à Clérac, tu peux te retrouver aussi face. Alors c'est pas trop Clérac parce qu'il n'avait pas encore développé, mais par exemple, Roubaix, c'est un petit peu plus gros. Tu peux te retrouver face à des start-upers, face à des entrepreneurs qui ont leur entreprise au sein du tiers-lieu, puisque c'est un incubateur d'entreprise. Et le touriste se retrouve à discuter avec, ça peut être des artisans, tu vois, ça peut être un Fab Lab. Donc, le touriste se retrouve à discuter avec des entrepreneurs. Et finalement, ça développe une vision autre que le tourisme classique qu'on peut avoir où je suis touriste, il faut que j'aille visiter l'église. Non, en fait, un touriste, il doit découvrir
un terroir, il doit découvrir une activité locale, et puis on doit lui donner envie de revenir, surtout. C'est Oui, ça et qui puis est il doit important. découvrir une relation humaine. Il doit découvrir Euh, une relation humaine. Moi, j'échangeais ce matin avec quelqu'un où je disais que la plupart des souvenirs, des grands souvenirs de mes vacances, c'est un Oui. échange avec une autre personne. Mm. C'est pas forcément quelque chose de matériel, mais c'est quelque chose d'immatériel, Mm. où j'ai eu un échange, j'ai vécu quelque chose avec quelqu'un qui m'a fait vivre quelque chose de mémorable. Et je trouve qu'on a tendance à oublier cet aspect humain, on n'arrive pas forcément à le mettre en valeur. D'ailleurs, moi, c'est pour ça que je m'amuse bien avec le podcast, c'est que justement, on enlève un peu tout ce décor artificiel et Mm. on se focalise sur la voix et sur la personne avec qui on échange. On imagine quelque chose. Pardon? On peut imaginer, ça invite à imaginer. Ouais, tout à fait. Dis-moi, de tout ce travail que tu as fait sur les tiers-lieux et le tourisme, Oui. quels sont les grands apprentissages que tu as eus et qui t'ont vraiment marqué et qui t'ont dit, tiens, ça a vraiment eu un impact sur moi? Euh, Ça a confirmé en fait toute cette recherche. Déjà, je ne pensais pas en être capable, honnêtement, reprendre ses études à 40 ans et en plus le CELDA, franchement, ça a été. J'invite toutes les personnes à se poser la question parce que je sais que c'est un Français sur 5. Est-ce que je reprends mes études ou pas? Oui, allez-y. Après, c'est beaucoup de boulot, mais ça change une personne. Et moi, ça a confirmé en fait que j'étais une femme de terrain et que j'adorais. De toute façon, j'ai grandi dans le tourisme. J'ai mon père viticulteur, j'ai ma mère qui gérait des gîtes et qui travaillait pour. Tout ça, ça a confirmé le fait que la ruralité, le tourisme, c'est aussi la ruralité. C'est pas forcément la mer, c'est pas forcément la montagne, c'est pas forcément la ville. Tu vois, ce sujet, ça va confirmer ça. Et il y a des chiffres qui l'attestent. Et qu'il suffit de mieux communiquer sur nos campagnes. Je pense que c'est important. Et le tiers-lieu, pour moi, c'est la solution. Ça a été une révélation avant même c'est pour ça que j'ai choisi dans mon mémoire. Vivant à Paris, j'ai découvert donc ces tiers-lieux. C'était les grands voisins pour la petite histoire, gérés par Plateau Urbain, l'association Aurore et Yes We Camp. Ça a été une révélation, c'est-à-dire que tu n'es plus consommateur, tu es acteur d'un lieu. D'accord. D'accord. Tu n'es plus consommateur. C'est toi qui fais vivre le lieu. C'est toi qui participes. Tu participes en allant à des débats, tu participes en faisant des ateliers, tu participes en donnant un coup de main au bar. Bon, je ne l'ai pas fait avec les grands voisins, mais c'est ça qui se passe, vraiment. Et je me suis dit, ben c'est comme ça c'est une utopie concrète, vous voyez. Tu vois ce que je veux dire? C'est quelque chose, c'est comme ça que je vois le monde. Et Après, dis-moi, il y a des auditeurs qui, en t'écoutant, se disent, tiens, ça serait intéressant d'explorer un peu plus. Oui. Est-ce que tu peux leur donner des pistes justement d'exploration? Quand on préparait, comment dire, l'interview, tu m'as donné quelques pistes. Est-ce que tu veux partager avec nous? Des lectures. Alors, au niveau des lectures, moi j'ai adoré, mais ça c'est d'un ordre sociologique, Michel Foucault, parce que c'est tellement complexe que ça demande réflexion. Après, il y a Michel Lusso qui est plus d'un point de vue, quel impact des hyperlieux sur un écosystème. Mon professeur également, Nicolas Auboin, qui était mon rapporteur professionnel, et puis Dominique Pagès ont écrit sur les nouveaux territoires de l'art. Ça, par exemple, c'est comme ça que j'ai compris que la factory d'Andy Warhol était un tiers-lieu. Donc, si ça, c'est un sujet qui vous intéresse. Et après, c'est rock'n'roll. Après, tu as beaucoup de lectures. Hein. Tu as le collectif Ancots, géré par. Pas géré, bon. C'est Arnaud Hidelon qui écrit beaucoup sur les tiers-lieux et ils ont leur propre formation d'ailleurs avec le Yes Weekend qui s'appelle le DU des espaces communs. Et après. Un TED ou un truc comme ça Un TEDx, non. Ah non, c'est plus l'apprentissage collectif. On apprend les uns des autres. D'ailleurs, on apprend les uns des autres. C'est vraiment. Je pense qu'ils en sont au début, mais c'est vraiment une manière, si vous vous intéressez au tiers-lieu, non marchand, c'est-à-dire la théorie du tiers-lieu, comment ça fonctionne, les pratiques. Je pense que ce DU peut être passionnant pour une personne
qui s'intéressent au sujet. Et après, tu as tous ces gens qui sont sur le terrain, en fait. Donc, la coopérative des tiers-lieux, Chloé Rivollet a écrit dessus. Plateau urbain. Tu as toute la lecture sur, en fait, le tiers-lieu, c'est quoi? C'est à la base, c'est une friche. Enfin, c'est une friche, en fait. Qu'est-ce qu'on fait de toutes ces friches? Donc, ça s'appelle de l'urbanisation temporaire. Et donc, tu as Plateau Urbain qui travaille beaucoup dessus. Donc, il y a beaucoup de lectures à faire sur ce sujet. Ça, il n'y a aucun souci. Et qu'est-ce que c'était après? Tu me posais des références. Tu m'avais parlé d'un garçon, d'un TEDx à voir. Ah oui. Benoît. Vincent Benoît. Voilà, c'est ça, le jardin d'Ardieu. Et il vous raconte en 15 minutes comment ils ont réussi à transformer leur village. Et qu'est-ce que l'économie résidentielle, en fait? C'est un exemple concret. Tu as le jardin d'Ardieu, mais tu as aussi la Renouée à Gentiou. C'est sur le plateau, c'est dans le PNR des 1000 Vaches. Il y a énormément d'exemples, mais ça, qui veut, j'envoie mon mémoire avec toutes les ressources bibliographiques sans problème. Mais c'est par rapport à ton mémoire, là, si je veux avoir accès à ton mémoire, comment je rentre en contact avec toi? Eh bien alors, là, je suis en train de créer mon blog. Mon site internet, mon blog, c'est pas encore à jour. Donc, pour rentrer en contact avec moi, là, tout de suite, c'est Élodie Carsenac sur LinkedIn. Ça fait sûr, vous me trouverez. Il y a le mémoire qui est téléchargeable sur mon profil. Et après, voilà, là, je suis en train de monter mon site internet. Et puis, je vais travailler. Je travaille la semaine prochaine pour un cabinet de consultants. Et je vais travailler avec d'autres cabinets de consultants. Donc, je pense que le plus simple, c'est de me contacter sur ce réseau social qui marche hyper bien pour les professionnels, c'est LinkedIn. Ne pas se fier à ma photo qui ne me représente pas du tout. Ouais, elle n'est pas très rock'n'roll, hein, celle-là. Hein, ouais, c'est clair. Je vais la changer, mais les photographes sont fermés. Ouais, mais tu vas nous faire une photo rock'n'roll, non? Ouais, un petit peu plus. Ouais. Bon, super. Un petit peu plus. Super. Donc, on te contacte sur LinkedIn, ok? Oui. Et tu peux nous aider à établir, construire, co-construire un tiers-lieu. C'est ça, et à sensibiliser sur le sujet si on veut en savoir un petit peu plus. Super. Merci beaucoup, Élodie. Merci je te souhaite un beau moment à Bandol parce que tu es de passage à Bandol. Oui, vue mer. Ah, tu en profites parce qu'en tant que Parisienne, vue sur la mer, c'est pas tous les jours? Non, et puis j'ai beau temps. Bon, bah super. Je te laisse aller à la plage. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Voilà, c'est la fin de notre voyage du jour. J'espère que vous avez vraiment passé un agréable moment en notre compagnie et que nous avons pu semer des graines d'inspiration et d'action. Surtout n'oubliez pas, le tourisme de demain, c'est maintenant qu'on le construit et ensemble. C'est un tourisme qui est guidé par le sens, l'expérience et en lien avec nos territoires pour assurer la pérennité de nos métiers et de nos activités. C'est essentiel. Si vous avez vraiment aimé ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 belles étoiles sur Apple ou la plateforme de podcast préférée que vous utilisez. Et puis surtout, et ça c'est le plus important, n'hésitez pas à partager dans votre réseau. Essaimer la connaissance, essaimer le partage d'expériences. C'est essentiel pour chacun d'entre nous d'avoir accès à cette information. Et puis, si vous voulez continuer l'aventure avec nous, le voyage avec nous, je vous invite à vous abonner pour suivre tous les épisodes gratuitement et être informé dès qu'ils sont publiés. Voilà. Je vous remercie et à très bientôt. Au revoir.